Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir, quatuor fringant et admirable. Bonsoir. L'actualité en France, c'est l'explosion des achats de voitures électriques, plus 81% en un an. Une évolution? Non, une révolution. Selon Roland Lescure, le ministre de l'économie, qui est très électrisé par ce changement de comportement et les perspectives industrielles, évidemment, que l'électricité ouvre pour la France. 30% des véhicules qui sont vendus en France aujourd'hui sont des véhicules électriques. Nous y sommes. N'ayons pas peur. Embrassons cette révolution. Appuyons-nous sur des industriels qui investissent de manière à ce que les véhicules électriques que nos concitoyens conduiront, oui, soient faits en France et oui, soient faits en Europe. Alors l'électrification des mobilités, est-ce bon pour l'environnement? Le boom des voitures électriques en France ne fait-il que commencer? Peut-on dire, selon la formule de notre pittoresque rédacteur en chef Hervé Gardette, allons enfants de la batterie? On en débattra, elle est excellente. On en débattra et on vous retrouvera en fin d'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Vous avez trouvé votre maître, hein, la personne de Gardette. Très bon, Hervé, direction la caverne, Elisabeth. Ouais. La caverne, c'est l'installation de l'artiste JR sur le Pont Neuf à Paris, qui a drôlement souffert des rafales de vent. L'ouverture au public a été repoussée. Vous savez ce que c'est, Elisabeth? Il suffit de passer le pont et c'est tout de suite de l'histoire. Les fantômes qui viennent à votre rencontre. Et vous, Marie? Je vous amène une flopée de je t'aime, de Ishlibidi, de tu me manques. J'ai trouvé un fonds d'archives absolument incroyable. 60 000 lettres d'amour conservées et étudiées dans une université de Koblenz en Allemagne. On en parle tout à l'heure. Et pour commencer, place à l'historienne Marie Pelletier qui analyse les discours complotistes et les contre-récits qui prolifèrent, qu'ils émanent de Vladimir Poutine, QAnon, les antivax ou encore les platistes et qui envahissent la toile et les esprits depuis un quart de siècle au moins. Comment empêcher les démocraties de se fissurer sous l'effet délétère de contre-récits aussi délirants qu'excitants pour ceux qui y adhèrent? On en parle avec elle tout de suite. Marie Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vient de paraître chez Stock votre nouvel essai, La bataille des récits. Et il est question de votre angoisse d'historienne, mais aussi de citoyenne, parce que tous ces récits alternatifs, ces récits autour du complotisme, viennent en concurrence avec un récit commun qui est censé nous aider à faire société. Et c'est ça qui vous angoisse, je crois. Ouais, ce qui m'angoisse surtout, c'est que je ne suis pas sûre qu'on ait encore un récit commun précisément à opposer à ces récits antidémocratiques. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que depuis 25 ans, on se fait doubler en permanence par des récits justement qui sont contre notre projet de société. Et ça m'angoisse, ouais, carrément. Alors on va en parler et explorer ça un peu plus avant, mais d'abord votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Marie Pelletier, vous êtes historienne et dans votre livre, vous vous définissez comme une chercheuse engagée dans le débat public sur les questions du complotisme et de la propagande antidémocratique. Pourquoi la défiance envers les démocraties prend-elle aujourd'hui une telle ampleur et comment lutter contre? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. À l'âge de 23 ans, vous rédigez un mémoire de fin d'études consacré à la collaboration en Belgique francophone, un mouvement incarné par Léon Degrelle que vous surnommez le petit Hitler local. Vous vous tournez plus tard vers la recherche au sein de 2 organisations catholiques bruxelloises, amis avec le père Paolo Dall'Olio qui, en 2010, vit en Syrie depuis une trentaine d'années. Vous l'aidez à accéder aux médias afin d'alerter sur les horreurs perpétrées par le régime de Bachar el-Assad. C'est de dénoncer le retard criminel de la communauté internationale dans le secours apporté au peuple syrien. Pendant la révolution syrienne, dans ses discours, Assad avait déshumanisé ses opposants. J'ai compris que les logiques de désinformation étaient des armes pour justifier les crimes. Entre 2016 et 2018, vous publiez ensuite 2 livres consacrés au complotisme. Selon vous, les théories du complot, le conspirationnisme, sont des réactions erratiques à la déception engendrée par les démocraties. C'est une réponse tout à fait problématique idéologiquement, mais elle répond à cette déception en disant « mais vous voyez bien que tout ce qu'on vous a promis n'arrive pas, la promesse d'égalité, la promesse de justice, etc. » Aujourd'hui, dans cette époque où des dirigeants politiques comme Trump ou Poutine lancent ce genre de déclarations stupéfiantes, quand ils ont présenté le gouvernement de Bachar el-Assad comme utilisant des armes chimiques, il s'est avéré que c'était un fake. C'est le même genre de fake à Boutcha. Vous partez du constat selon lequel la bataille pour la vérité est devenue un enjeu sociétal majeur.
Vous déplorez les attaques répétées contre la démocratie et vous proposez des antidotes pour enrayer le basculement vers l'autoritarisme, la haine et le retour du fascisme. Oui, vaste projet. Marie Pelletier, on a vu un homme extraordinaire, Paolo Dallaglio, un jésuite qui vivait en Syrie depuis 30 ans, qui a disparu, qui a été enlevé par Daesh à Raqqa en 2013. C'était un ami de votre famille, vous le connaissiez très bien. Il militait pour le dialogue. Et vous dites, il a été déterminant, ça a été un détonateur dans mon travail sur le complotisme et les contre-récits. Pourquoi ? Ouais, ça m'émeut beaucoup de le voir, je dois dire. Oui, on l'avait reçu d'ailleurs, nous, en janvier 2013. Oui. Ouais, qui a rencontré Paolo ne peut pas l'oublier. Il avait un charisme exceptionnel et c'était un charisme démocratique, justement. C'est-à-dire que c'est ça qui était intéressant avec ce personnage, qui était un prêtre catholique, c'est qu'au début de la révolution syrienne, il a eu vraiment, on pourrait dire, son identité antifasciste qui s'est réveillée. Et il a eu cet engouement pour défendre la démocratie en Syrie, mais aussi en Europe. Il a fait beaucoup de plateaux, de médias, il a rencontré des politiques. Il voulait vraiment convaincre que la lutte démocratique devait redevenir centrale. Et en fait, quand on repense à ça avec du recul, on se dit que c'était un peu prophétique, si j'ose dire le mot, à un moment où justement dans nos sociétés, on était un peu en train de délaisser cette lutte démocratique. Et ce que vous faites remarquer dans la bataille des récits, c'est que ce soit QAnon, les antivax, Vladimir Poutine ou d'autres, conspirationnistes de tout poil, complotistes, ils ont une longueur d'avance sur les démocrates. Ils ont compris l'importance fondamentale du récit, en l'occurrence un contre-récit, dans la bataille des récits. Et vous dites, dans les démocraties, on s'est réveillé un peu tard par rapport à ça. Ah oui, on continue à se faire doubler en permanence. En tout cas, c'est mon sentiment. Parce que dès le début des années 2000, les acteurs antidémocratiques ont compris que quelque part, il y avait un terrain, un terreau, on pourrait dire, pour essayer de diffuser, de distiller, on pourrait dire, leur discours dans les démocraties occidentales. Le 11 septembre 2001 a été évidemment une espèce de prétexte pour dire en quelque sorte, mais vous voyez bien que les démocraties, elles ne sont pas aussi bien que ce qu'on disait. Elles ne vous protègent pas comme on le prétendait. Et donc, à partir de là, ça a été progressif, évidemment. Et grâce au web aussi, bien sûr, qui se massifiait au même moment. Les réseaux sociaux, Internet. Tout à fait, ça a accéléré. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en face, donc c'est-à-dire nous, on a tout le temps un petit peu sous-estimé, et puis on a été beaucoup dans la réaction, et pas beaucoup dans l'offensive. Je pense que la démocratie... Quelle est la différence entre la réaction et l'offensive ? Mais qu'est-ce qu'on propose ? On doit convaincre quand même les gens. Poutine, alors je n'admire pas Poutine, mais on doit lui reconnaître une chose, c'est qu'il a compris qu'il fallait convaincre les opinions. Si en face, on est juste dans la contre-argumentation de Poutine, mais qu'on n'est pas dans quelque chose de convaincant, enthousiasmant, si j'ose dire le mot, mais comment est-ce qu'on va pouvoir encore résister aux sirènes de Poutine et de ses sbires ? Il y a un pas franchi supplémentaire avec l'arrivée de Trump, c'est ce que vous dites, et la post-vérité. Ça, c'est un nouveau cran quand même dans ce que vous dénoncez. La prise de pouvoir de Trump en 2017, quand il prend le pouvoir début 2017, c'est vraiment le grand basculement des démocraties occidentales. Ça, c'est très clair parce que c'est un petit peu le récit alternatif qui prend le pouvoir. Il faut se rappeler que Trump s'est fait élire sur une rhétorique anti-système, sur la haine des médias. Rappelons-nous, il disait à tous les médias « you are fake news », ça continue, mais c'est à ce moment-là qu'il a un petit peu auguré la chose. Et donc, on a en fait ce récit de défiance antidémocratique qui prend le pouvoir au sein de la première démocratie occidentale. Et donc, à partir de là, moi, je ne pense pas seulement que c'est la victoire du mensonge, c'est la victoire des forces antidémocratiques. C'est la victoire d'un projet qui est contre les récits émancipateurs au sein de nos sociétés. Et ça, c'est vraiment un grand danger. Et on voit évidemment les dégâts que ça a fait aujourd'hui. Marie Pelletier, on va évoquer avec vous et avec Anna le cas précis en France d'une figure des médias. Elle est pro-russe et elle suscite de plus en plus de polémiques en France. Elle s'appelle Ksenia Fedorova et voilà ce qu'elle dit. C'est l'Occident qui a décidé de prolonger la guerre en Ukraine et d'affaiblir la Russie. Elle est aussi l'ancienne directrice de la chaîne russe Russia Today en France, aujourd'hui chroniqueuse dans les médias du groupe Bolloré, CNews et Europe 1 notamment. Et elle est régulièrement accusée par une partie de la classe politique de participer à la désinformation au sujet du conflit en Ukraine. Et la semaine dernière, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, l'a même qualifié, je cite, de propagandiste patenté qui sert la soupe de Vladimir Poutine. En parallèle, l'Arcom a reçu 2 saisines au mois de mai visant son manque d'honnêteté et de rigueur de l'information. Hier, c'est le groupe Renew Europe qui a demandé à l'Union européenne de prendre des sanctions contre cette chroniqueuse pour diffusion de propos propagandistes. Quant à Raphaël Glucksmann, il a appelé carrément à ce qu'on lui retire le micro, mais en même temps, lui couper le micro, ce serait porter atteinte à sa liberté d'expression, non ?
Alors, il y a la question de la liberté d'expression, mais il n'y a pas seulement la question de la liberté d'expression, il y a la question des balises démocratiques, justement. Vous savez, moi, je viens de Belgique, vous le savez sans doute, et on a une culture qui est assez connue de ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Alors, on ne la respecte plus trop aujourd'hui, il faut être honnête, mais en tout cas, à la base, l'idée, c'était de dire les discours antidémocratiques n'ont pas leur place autour de la table. Ça, c'est un projet démocratique. La liberté d'expression s'arrête à ce qui... quelque part, œuvrent contre nous. Je pense que ces balises-là, malheureusement, elles ont sauté ces dernières années progressivement, aussi dans les sphères médiatiques, où de plus en plus on a invité autour de la table des personnes d'extrême droite, des personnes proches des dictatures, etc., en laissant penser que c'était des paroles comme les autres. Parce que justement, ces acteurs ont beaucoup mis en avant la valeur de la liberté d'expression pour banaliser en fait la parole antidémocratique. Donc, par rapport à cette propagandiste, parce que je considère qu'elle est une propagandiste, c'est très clair, j'ai envie de dire c'est un peu la pointe de l'iceberg. Malheureusement, des propagandistes de Poutine, je ne vais pas dire qu'il y en a partout, il ne faut pas non plus exagérer, mais ils sont nombreux et ils sont dans beaucoup de sphères différentes parce qu'on les a laissés entrer à l'intérieur de notre maison, si je puis dire comme ça. Ce qui est inquiétant, vous lisant, c'est qu'on se rend compte que les faits ne suffisent plus à rétablir la vérité ou à convaincre. Et vous prenez l'exemple, par exemple, des vaccins. Vous avez pris un biais pour essayer de convaincre vos étudiants que les vaccins étaient légitimes et qu'il fallait se faire vacciner au moment du Covid. Oui, alors, dans le livre, je porte aussi, et depuis longtemps, je porte une critique du fact-checking, parce que je pense que depuis des années... En France, c'est la vérification des faits. Oui, effectivement. C'est-à-dire, on le sait, notamment dans les médias, et c'est quelque chose qui est positif en partie, bien sûr. On a pris ce réflexe de dire, face au discours de désinformation, on va débunker. Le problème, c'est que ça ne convainc pas la plupart du temps, et donc on se perd dans un fact-checking sans fin. Pour les vaccins, justement, j'avais perçu que ce fact-checking ne convainquait pas, par exemple, mes élèves anti-vaccins. Et ce que j'ai fait comme expérience, je la raconte dans le livre, c'est de prendre une autre porte d'entrée, c'est de dire... Pourquoi moi je pense que la vaccination est importante? C'est-à-dire oser mettre sur la table la question des valeurs. C'est qu'il n'est plus du tout un truc qui est tellement prôné dans notre société. On nous invite à être neutre. Oui, moi, vous dites qu'il ne faut plus être neutre. Ah mais clairement, mais la neutralité, ça nous a énormément affaibli face au discours antidémocratique, que ce soit pour les journalistes, pour les profs, pour les chercheurs. Ce dogme-là nous a laissé vraiment... nous faire un petit peu manger par des logiques qui ont profité quelque part de notre posture de surplomb pour s'imposer comme le discours le plus convaincant. Là, vous parlez comme la professeure parce que vous êtes historienne, mais vous enseignez aussi la didactique, c'est-à-dire l'histoire à des futurs enseignants. Donc, vous êtes à même de mesurer si neutralité ou pas neutralité. Qu'est-ce que vous direz à des neuroscientifiques qui vous diraient on a regardé comment fonctionne le cerveau humain, confronté à des théories délirantes, encore une fois platistes ou beaucoup plus graves, QAnon et autres. Les gens qui regardent des trucs, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça mobilise la dopamine, une zone du cerveau qui est la zone de la récompense. Donc comment lutte-t-on contre la dopamine qui fabrique une addiction à ces fausses informations ou à ces récits alternatifs? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très intéressant que vous parliez du cerveau parce que je pense que c'est une des choses qui nous a en partie affaiblis, c'est qu'on a beaucoup emprunté cette lecture cognitive, neuroscientifique, etc., qui a son intérêt et qui a sa pertinence. Mais malheureusement, elle s'est faite aussi au service d'une grande dépolitisation. Les gens qui croient, entre guillemets, ou qui adhèrent, je préfère le terme adhérer, à certains récits, c'est parce que ça répond à leurs valeurs et à leur vision du monde. C'est pas seulement parce que ça leur apporte un shoot de dopamine. En fait, on est tous shootés à la dopamine sur les réseaux sociaux. On va être très clair, il faut être un peu par rapport à ça. C'est le principe même. Oui, oui. Alors pourquoi est-ce qu'en tant qu'acteur démocratique, je vais dire ça de manière un peu provocante, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des shoots de dopamine démocratique, c'est-à-dire de la propagande démocratique en quelque sorte? Eh bien ça peut y aider. Cet ouvrage, cet essai, le vôtre, Marie Pelletier, La bataille des récits aux éditions Stock, il vient de paraître. Merci d'être venu dans 28 minutes. Merci encore. Merci. Et on va changer de sujet. On va passer à notre débat sur l'explosion des ventes de voitures électriques en France, pas en Belgique, en France. Donc depuis le début de l'année, après une stagnation, les ventes sont dopées sans doute par le prix de l'essence à la pompe et peut-être aussi par une prise de conscience environnementale. Le rebond de l'électrique d'abord va-t-il durer? Et puis comment va se positionner l'industrie française par rapport évidemment aux grands concurrents chinois? Êtes-vous prêt à rouler branché? On en parle après la mise au point de Sandrine Lequelvez. Même les icônes de l'automobile passent à l'électrique. Ferrari vient de présenter son nouveau bolide, appelé la Luce, la lumière. Citroën, de son côté, a annoncé pour 2028 la renaissance de la légendaire et populaire 2 chevaux.
Cet engouement pour l'électrique se manifeste aussi par d'importants investissements. Mardi, le patron du groupe franco-italo-américain Stellantis a annoncé injecter plus d'1 milliard d'euros en France pour produire 3 nouveaux modèles Peugeot, tout électriques, sur le site de Mulhouse. Nous commencerons en 2028 jusqu'à atteindre le million d'unités produites sur cette plateforme en 2035. Le ministre de l'économie n'a pas manqué de rappeler l'opportunité que représente l'électrification de la filière. Nous sommes en plein milieu d'un virage historique. 30% des véhicules qui sont vendus en France aujourd'hui sont des véhicules électriques. Une bonne nouvelle pour le secteur, car ces dernières années, l'électrique avait moins la cote, d'autant que Bruxelles a renoncé à l'interdiction totale de la vente des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. L'explosion du prix des carburants sur fond de guerre au Moyen-Orient a changé la donne. Les ventes de véhicules tout droit sortis d'usine ont décollé dans les concessions automobiles. Même chose sur le marché de l'occasion. Les Français traquent la bonne affaire. On a observé une augmentation des recherches de véhicules électriques de plus 160% sur un mois. Et d'ailleurs, quand on les interroge, aujourd'hui, 6 Français sur 10 se disent qu'ils vont changer de motorisation pour leur prochain véhicule. Alors cet essor de l'électrique va-t-il durer? Qui va en profiter? Les Européens ou les constructeurs chinois, toujours très innovants et surprenants? Léo Larivière, bonsoir. Chargé de plaidoyer automobile à l'ONG Transport et Environnement. Selon vous, le rebond de la voiture électrique est notamment lié à la hausse des prix du pétrole. Blocage du détroit d'Ormuz, on n'y reviendra pas. On commence par ailleurs, ajoutez-vous, à avoir des véhicules plus abordables. C'est une tendance mondiale de fond et qui va de plus en plus vite. À côté de vous, Yves Chiara, bonsoir, porte-parole de Mobilité Club France. Selon vous, la voiture électrique fait partie de nos vies, mais c'est normal, ajoutez-vous, avec toute la pub dont elle a bénéficié. Cela reste quand même compliqué de trouver des bornes de recharge. Le moteur thermique a encore de l'avenir. Et à côté de vous, Émilie Binois, bonsoir, directrice éditoriale de la Fabrique de l'Industrie. Vous estimez que la bonne santé du marché de la voiture électrique semble durable, a priori, mais l'industrie européenne a pris beaucoup de retard, en particulier sur la filière batterie. Nous sommes, ajoutez-vous, toujours extrêmement trop dépendants de la Chine. On va en débattre longuement, mais d'abord, le chiffre du jour, Benjamin. Impressionnant, hein. En France, les ventes de voitures électriques neuves ont donc bondi de 81% en mai par rapport à l'an dernier. Chez les particuliers, un achat sur 3 est désormais électrique. Ce rebond concerne aussi le marché de l'occasion. Léo Larivière, c'est donc pour vous le principal moteur de ce rebond, le prix du carburant qui est très cher aujourd'hui à la pompe? Alors effectivement, c'est l'une des explications phares puisque l'électrique a le grand avantage de nous finalement libérer de cette dépendance au pétrole. Et ça, les Français le sentent très bien aujourd'hui avec l'explosion du prix des carburants. Donc nécessairement, c'est ce qui va pousser les gens à aller de plus en plus acheter l'électrique sur le neuf et sur l'occasion. Donc ça, c'est l'une des raisons, mais il y en a d'autres. Oui. La deuxième raison, vous l'avez dit juste avant, c'est le fait qu'on ait... ce que vous disiez. Oui, exactement. Je le reprends. Ouais. On a aujourd'hui des véhicules électriques qui sont de moins en moins chers. Les prix commencent à baisser. Pourquoi ? Combien c'est une voiture électrique citadine? C'est à peu près autour de 30 000 euros aujourd'hui, 33 000 euros. Ça commence à descendre. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la plupart des gens n'achètent pas des véhicules neufs, ils achètent des véhicules d'occasion. Donc, finalement, il y a une sorte d'effet de transition avec d'abord des véhicules électriques achetés sur le marché du neuf qui arriveront ensuite sur l'occasion. Et c'est là que les classes moyennes et puis les ménages précaires pourront y accéder. Pourquoi est-ce qu'on commence à avoir des véhicules électriques moins chers qui arrivent? C'est grâce aux normes CO2 européennes, puisque grâce à cette réglementation, les constructeurs sont obligés de vendre de plus en plus de véhicules électriques. Et pour faire ça, ils sont obligés de se mettre à élargir le marché, proposer des véhicules plus petits, moins chers, plus abordables. Et c'est comme ça qu'on voit arriver des R5, des C3, etc. Et en revanche, recul des thermiques, Yves Caron. Oui, mais ce n'est pas un problème. De toute façon, l'électrique et le thermique vont cohabiter, que ce soit en hybride rechargeable, en prolongateur d'autonomie, en moteur thermique pour la batterie. On a des voitures électriques encore moins chères. La R5, la R5 5, elle est à 25 000 euros. Si vous enlevez 3 000 euros, vous l'avez à 22 000. Mais vous pouvez pas avec le bonus. Avec le bonus qui est à 33 000, c'était sans les aides. Non, mais il y a même moins cher. Le problème d'une 5 qui est charmante, qui se vend beaucoup, c'est que vous ne pouvez pas la brancher sur les bornes rapides.
Donc, quand vous êtes à 10%, ça prend plusieurs heures pour la recharger. Alors que vous avez, je vais en prendre une autre très concrètement, c'est un essai dans Auto Plus, d'ailleurs, Excellent Magazine qui le disait, la Twingo, pour la brancher sur des bornes rapides, c'est 500 €, une option de 500 €, voilà, en plus. Donc, c'est vrai que, vous savez, je dis toujours, le problème de la voiture électrique, c'est que si vous avez un budget de 20 000 € ou 100 000 € en thermique, vous aurez le même usage. Pas avec une voiture électrique. Une voiture électrique à 20 000 €, il y a peu d'autonomie, il y a un grand temps de recharge. Si vous avez à peu près le même usage avec une voiture électrique, c'est 40 000 à 50 000 €. C'est ça le gros problème aussi, l'électrique. Et Émilie Binois, ça profite à qui? Aux Chinois ou aux constructeurs européens, là, cet engouement? Cet engouement, en fait, si on regarde les ventes, les Chinois, aujourd'hui, c'est 8% des ventes. Ils ont 8% de part de marché, en gros. Sur les véhicules électriques. En Europe. En France, c'est beaucoup plus bas. Pas tout à fait. Enfin, pas tout à fait. En fait, sur le véhicule, sur le véhicule électrique, ils sont à peu près à 7%, je crois. Et si on est toutes marques confondues, ils sont à 3% du marché. Okay. En revanche, là où ils ont un vrai avantage, c'est sur la filière des batteries. Et ça, c'est très important. Parce que eux, quand ils se sont développés sur le marché de l'électrique, ils ont commencé par la batterie. Ils ont énormément développé la batterie. Et pendant que nous, en fait, en Europe, on tergiversait sur est-ce qu'on continue, est-ce que cette réglementation doit s'arrêter, on la repousse, etc. On a perdu beaucoup de temps. Et notre filière a mis beaucoup de temps à se développer. Ce qui fait qu'on a pris beaucoup de retard. Et les Chinois sont aujourd'hui, ils détiennent 20% de la production européenne de batteries en Europe. Et ils importent 50% des batteries qu'on vend en Europe aujourd'hui sont chinoises et elles sont importées depuis la Chine. 90% des matières premières qui sont des terres rares qui sont dans les batteries. Dans les batteries, mais on va y revenir. On va y revenir aux batteries. On parle de recharge. Oui, vous parlez de recharge, c'est important. Hein. L'un des facteurs qui peut bloquer l'achat d'un véhicule électrique, c'est le manque de bornes de rechargement. Alors, les initiatives se multiplient, comme sur ce parking de supermarché. Regardez. Quoi de mieux qu'un parking de supermarché pour vous faire patienter pendant la recharge de votre voiture électrique? Sans borne chez lui, Julien Rouzière vient 2 fois par semaine dans ce magasin recharger son véhicule. Il y a un double avantage. Le premier, c'est que ça me permet de faire mes courses et pendant ce temps-là, ça recharge. Et en plus, ce magasin-là met des conditions avantageuses pour la recharge avec des systèmes de cagnotte. Les bornes de recharge électriques, désormais produits d'appel. Objectif des grandes surfaces, vous faire consommer dans leur magasin. Léo Larivière, on a passé un cap là dans l'équipement en rechargement, en borne de recharge, parce que ça reste quand même cher en tant que particulier si on veut le faire dans son pavillon par exemple. Hein, il faut compter entre 1 200 et 2 500 €, c'est pas rien. Il faut aller sur ce genre de structure. Alors 1 200, 1 500, c'est plutôt si on veut des grosses bornes avec de la recharge rapide. Et en fait, personne n'a vraiment besoin de ça chez soi. En réalité, chez soi, on a besoin de recharger lentement. Pendant la nuit 7 kWh. Voilà, exactement. Donc ça, on va être plutôt sur du 150, 200 € à l'installation. C'est beaucoup moins cher que ça. Il faut vraiment différencier les usages. En fait, la plupart du temps, on fait peu de kilomètres, on a le temps de se recharger. Et donc, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'aller sur des installations très chères. On fait peu de kilomètres en ville, mais par exemple, dans les zones rurales, où on fait 70, 100 km par jour. Oui. Et ben dans les zones rurales, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on rentre bien chez soi le soir, on va recharger pendant la nuit, et les autonomies moyennes aujourd'hui du véhicule électrique sur le marché, c'est 450 km. Donc on a largement de quoi faire 100 km dans la journée. Et par ailleurs, on en a parlé aussi, ce qui se développe, c'est la capacité de recharge rapide. Donc si on a besoin, par exemple, de faire un long trajet, par exemple pour les vacances qui vont bientôt arriver, eh bien, on a aujourd'hui une capacité de recharge rapide qui se développe. On a des bornes de recharge rapide sur les autoroutes, de plus en plus sur les parkings de supermarchés, etc. Et donc, finalement, on fait sa pause technique, on va manger un morceau. Vous êtes très convaincant, mais votre voisin a l'air moins convaincu. Parce que Léo, quand il annonce une autonomie de plus de 400 km, c'est des voitures à 40 000 ou 50 000 €. Hein. Quand on a des voitures qui sont à 25 30 000, on est plutôt à 200 300 km annoncés. Et voire beaucoup moins, il y a même des personnes... Ce qui est très bien par rapport aux usages. C'est bien, oui, si on fait 200 km dans une journée, ce qui est déjà énorme, ça suffit largement. Mais on a même des procès qui commencent à arriver de particuliers qui attaquent des constructeurs en disant « Vous m'avez vendu une autonomie à 400 km, en fait, j'en fais que 250 et je vous attaque. » Donc, il faut faire attention. Mais en usage quotidien, c'est très bien l'électrique. Il faut avoir... Franchement, moi, je conseille d'avoir une recharge à la maison, sinon c'est vraiment la galère. Puis d'abord, vous la payez plus cher à l'extérieur. Chez vous, vous allez payer 20 à 30 centimes le kilowattheure. Voilà. Hein. À l'extérieur, vous êtes à 65, 70 centimes. Oui, ça double. Donc, ça double et c'est le prix d'une thermique aux 100 km. Mais Émilie Binois, ça a quand même convaincu les artisans. On disait récemment encore, voilà, les utilitaires, ils ne s'électrifient pas. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que le parc aussi professionnel est en train de devenir électrique. C'est pas rien.
C'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les immatriculations et dans le bon, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est l'électrification des flottes d'entreprises. Ce sont des gros acheteurs. Aujourd'hui, la fiscalité est tellement lourde sur les véhicules émetteurs de CO2 qu'ils sont obligés de s'électrifier. Et donc, une immatriculation sur 2, au sein des flottes, c'est un véhicule électrique. Incitation fiscale, c'est un marché. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on est à 40% de part de marché sur les sociétés en électrique, sur les voitures. Sur les utilitaires, on est autour de 15-20%. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire parce qu'en 2023, on était à 12%. Et on est passé à 40%. C'est à peu près 30% du marché du neuf. Donc c'est aussi ce qui explique ce boom absolu de l'électrique dans les immatriculations. Et c'est très intéressant d'abord parce que les entreprises, elles vont aussi se libérer du pétrole et donc les aléas du marché pétrolier, pour le coup, c'est quelque chose qui ne va plus les concerner. C'est des acteurs qui renouvellent très vite leurs véhicules, au bout de 3-4 ans en moyenne. Donc c'est des véhicules qui vont arriver sur le marché de l'occasion, qui vont perdre de la valeur et qui vont pouvoir être rachetés par les classes moyennes. Moins cher. Donc c'est vraiment... finalement, tout bénef pour tout le monde, cette histoire d'électrification des véhicules de société, et c'est grâce à la fiscalité, effectivement. Et qui perdent beaucoup de valeur. Les voitures électriques perdent beaucoup plus que des thermiques sur les premières années. Mais Émilie Bineau, ça n'empêche pas Stellantis d'investir 1 milliard d'euros en France. Mais alors, ça va être quoi ces investissements exactement ? Alors, Emmanuel Macron avait annoncé 1 milliard consacré au développement des véhicules électriques par Stellantis. Bon, c'est pas tout à fait ça, en fait. Quand Stellantis a présenté son plan, on se rend compte que c'est plutôt 1 milliard dans des plateformes multi-énergie. Ça veut dire que Stellantis ne veut pas mettre tous ses sous dans le même panier électrique. En gros, il n'est pas encore sûr est-ce que l'électrique va vraiment fonctionner, etc. Et surtout, ils ne veulent pas se mettre à dos leurs partenaires chinois. C'est-à-dire que c'est vraiment du made with China. Et donc, par exemple, ils vont développer leur 2 chevaux avec Leapmotor sur une architecture qui appartient à Leapmotor. Donc voilà, il faut... Donc avec les Chinois. Et bien alors justement, puisque vous parlez de coopération, on va en parler avec vous trois et avec Anna. Il n'y a pas seulement de la concurrence, mais aussi de la coopération avec la Chine. Oui, ces derniers temps, les co-entreprises franco-chinoises fleurissent. Il y a eu l'exemple de Renault avec le chinois Geely, une co-entreprise nommée Horse, créée en 2024, détenue à 50-50 par les 2 pays. C'est d'ailleurs Geely qui a permis à Renault de sortir sa nouvelle Twingo tout électrique en moins de 2 ans. La conception a été pensée à Shanghai par des équipes franco-chinoises et l'assemblage, lui, s'est fait en France, en Seine-Maritime précisément. Autre exemple de partenariat récent, Stellantis qui a annoncé il y a 2 semaines une nouvelle co-entreprise avec son partenaire chinois Dongfeng. Et ensemble, ils envisagent de produire un nouveau modèle de véhicule électrique à Rennes. Et ces partenariats, ils permettent à la France non seulement de partager ses dépenses de recherche et développement, de bénéficier du savoir-faire chinois et pourraient peut-être lui permettre de rattraper son retard technologique vis-à-vis de la Chine. Et puis enfin, dernier exemple, avec la pose la semaine dernière des premières pierres d'une usine à Dunkerque, franco-chinoise, qui produira des composants de batteries électriques. Là encore, une co-entreprise détenue à 51% par l'entreprise chinoise XTC et à 49% par le français Orano. Et voilà ce que disait Roland Lescure, le ministre des Finances, qui s'en félicitait. Ça va montrer qu'on peut travailler, la France et l'Europe d'un côté, la Chine de l'autre, de manière à être gagnant-gagnant. Yves Cara, est-ce que c'est vraiment gagnant-gagnant ou alors est-ce que c'est simplement la possibilité pour la Chine de rentrer facilement dans le marché français et européen et puis de contourner les droits de douane ? À court terme, c'est gagnant-gagnant, parce qu'il y a des usines qui sont à 50% de leur production, donc les Chinois disent fabriquer nos voitures, comme ça elles sont fabriquées en France, il n'y aura pas le malus, etc. Sur le moyen et long terme, le concurrent va absorber le plus petit, quoi. Je veux dire. Vous pensez que c'est un cheval de Troie pour les Chinois ? Oui, je pense que, mais c'est une bataille économique, voire une guerre économique. En Chine, les entreprises sont subventionnées par l'État. Je crois que c'est un secret pour personne. Donc voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Dans les 10-15 ans qui viennent, les Chinois domineront l'industrie automobile européenne, allemande compris, parce que c'est les plus forts, qu'ils ont une grosse technologie, même en thermique, ils sont bien. Et que voilà. Vous savez, il y a un chiffre, en 2019, ils exportaient 300 ou 400 000 voitures. En 2025, 7 millions. Oui. Vous voyez, ça va très très vite. C'est un raz-de-marée qui arrive. Léo Larivière, en même temps, sur les transferts de compétences, vous pensez vraiment que les Chinois vont être capables de partager leurs secrets de fabrication ? Alors finalement, cette arrivée des Chinois en France, c'est un risque et c'est une opportunité. Opportunité parce qu'effectivement, comme l'a dit Yves, ça permet de remplir des usines qui ne fonctionnent pas à plein. Finalement, quand on voit l'exemple de Toyota à Valenciennes, ça fonctionne bien. On a des emplois, de l'activité, on a une chaîne de valeur qui est positionnée dans le nord de la France. Donc c'est un bel exemple.
Tout l'enjeu, ça va être de regarder dans le détail les partenariats, de quoi ils retournent. Est-ce qu'on va avoir toute la chaîne de valeur qui va être en Chine et nous, on va juste mettre le dernier écrou pour que la bagnole, elle soit finalement mise sur le marché en France en évitant les droits de douane. Comme Renault avec la Twingo. Voilà, ou alors, et on a des politiques qu'on peut activer, on a des outils européens et français qu'on peut activer, finalement pour obliger les Chinois, comme ils l'ont fait avec nous d'ailleurs dans les années 90 et 2000, à transférer la technologie, à mettre des activités, des emplois sur place et à faire en sorte qu'on puisse avoir finalement un rattrapage qui s'opère en Europe. Et ça, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du mirage, hein. Simplement, c'est des politiques à mettre en place, volontaristes, qui commencent petit à petit à faire leur chemin à Bruxelles. On en discute de plus en plus, donc de la préférence européenne, des conditionnements aux investissements, en disant « Ok, vous pouvez investir chez nous, notamment à Rennes par exemple, mais à condition qu'une partie de la chaîne de valeur, de la valeur ajoutée, des emplois, soit réalisée chez nous. » C'était une erreur. Non, mais c'est la réalité. Non, mais la théorie est très belle. C'est ce que les Chinois ont fait, on peut faire la même chose. Voilà, c'est ce que les Chinois ont fait, mais en Europe, on est... On a le même genre de levier pour faire Non, on n'est pas très confiant sur ce que va décider, pouvoir imposer Bruxelles aux Chinois sur notre territoire. S'ils nous disent, bon, vous savez quoi, les batteries et les terres rares, on vous les vendra plus cher, on sera dépendant de 2 à 90%. Ils vont nous tenir économiquement, il n'y a pas de souci. On peut être assez peu confiant sur les belles théories qu'on peut développer à Bruxelles et ce qu'on peut imposer aux Chinois, il faut être clair. Parce qu'on a quand même un marché de 450 millions de consommateurs, très important pour les Chinois, et c'est un levier important pour leur dire, si vous voulez accéder à ce marché-là, il ne faut pas oublier que les Chinois sont très surcapacitaires. C'est-à-dire qu'en Ils Chine, ne vendent plus sur le marché, mais ils ont besoin d'exporter. Ils ont besoin d'exporter énormément. Aujourd'hui, ils sont capables de produire 45 millions et ils en vendent 28 millions sur leur marché. Est-ce que l'Europe, Émilie Billon, n'a pas fait une erreur en allégeant l'interdiction de vente de voitures thermiques neuves après 2035 ? Je pense que ça va faire débat avec votre voisin, finalement. C'est pointe au cœur, là. Mais d'abord, pourquoi est-ce que l'Europe va peut-être revenir en arrière, ou est-ce que maintenant c'est fait, ce sera plus une obligation d'ici 2035 de vendre uniquement de l'électrique ? En fait, bon, d'abord, pour donner une petite précision, l'interdiction ne porte pas sur les véhicules thermiques et l'obligation de vendre des véhicules électriques. Il ne faut plus vendre de véhicules qui émettent du CO2. Alors, ça paraît... Dans les faits, c'est pareil. C'est pareil, sauf qu'il y a d'autres opportunités possibles. Enfin, on peut en parler. Enfin, les carburants de synthèse, les e-fuels, pourquoi pas. Qui ont été autorisés. Oui, absolument, ils ont été autorisés. Mais deuxième génération, pas les premières générations. Non, mais juste c'était une erreur ou pas pour vous ? Oui, pardon. Est-ce que c'était une erreur ? Je ne vais pas répondre. Je peux pas répondre. Est-ce que c'était une erreur ? Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas la martingale et que je ne sais pas comment on peut faire pour combiner climat, travailleurs et consommateurs sans qu'il y ait des dégâts. Donc si on veut effectivement atteindre la neutralité carbone, il va falloir y aller, il va falloir aller sur l'électrique, et donc il y aura des dégâts. Et c'est pas parce qu'on va installer plein d'usines avec plein de Chinois qui savent faire, qui savent produire, le fait est qu'on aura encore un problème de surcapacité et on va retrouver les mêmes problématiques, que ce soit des usines avec des capitaux chinois ou des usines 100% européennes. L'échéance de 2035, ça aurait pu aider à l'électrification, jusqu'à peut-être faire diminuer les prix s'il y avait davantage de ventes. Ils se sont trompés de cible, les députés europééens. C'est pas le moteur thermique le problème, c'est le pétrole qu'on met dedans. Oui, donc les émissions de CO2. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des voitures qui roulent au superéthanol. Quand je roule au superéthanol, je pollue quasiment pas et je paye mon litre moins d'€1. Ok, toutes les voitures pourront pas rouler au superéthanol. Certains disent aussi que c'est une production agricole qui met à mal les terres françaises aussi. Voilà ce qu'il y a derrière. Alors ceux qui disent ça doivent appeler... Non, ceux qui disent ça doivent appeler Bioéthanol France. Ils leur expliqueront avec Nicolas Kurtzouglou et les autres qu'il n'y a pas de concurrence avec... voilà, c'est même pas moi qui vais vous le dire. Appelez Bioéthanol France, c'est eux qui vont vous le dire. On sait produire plein de carburants, qu'on appelle les carburants liquidement carbonés, qui peuvent remplacer le pétrole. On sait faire depuis longtemps. À quel coût ? À quel prix ? À quel coût ? Plus on en fabriquera, moins il sera cher. Moi, le 85 est à moins d'€1. Moi, je fais un plein à 35 € et je roule pendant 500 km. Ok, toutes les voitures, mais vous avez le B100, vous avez le bioéthanol, le biocarburant, vous avez plein de choses. Il y a 2 jours, j'ai vu un camion avec une grande affiche. Moi, je roule à l'huile de colza. Ok, tant que c'est pas en concurrence. Non, mais je veux dire, on sait mettre autre chose et plein de choses dans un moteur thermique pour qu'il ne pollue pas, que ce soit pas du pétrole. Donc, ils se sont trompés de cible. C'est le moteur, c'est le pétrole qu'il faut enlever, pas le moteur thermique. Alors, effectivement, si on demande aux vendeurs de bioéthanol si c'est bien le bioéthanol, ils vous diront c'est bien le bioéthanol. En fait, la réalité, c'est qu'on a une concurrence très forte sur les terres agricoles. Non. Une bonne partie des entrants de ces bioéthanols... Non, c'est pas vrai. Pas sur l'alimentation. Léo, pas sur l'alimentation. Attendez, laissez-le finir, vous parlerez après. Pas vrai. Une partie significative de ce qu'on met dans le bioéthanol est importée, donc en termes de souveraineté, c'est pas top. Et par ailleurs, on a de toute façon une contrainte physique. Quand bien même on voudrait un moment mettre du bioéthanol partout, on ne pourrait pas, parce que tout simplement, on n'a pas assez de terres agricoles pour le faire. Sur 2035... Mais on a autre chose que du bioéthanol. Un point important, c'est que finalement...
on a quand même beaucoup hésité en Europe sur la transition électrique, en se disant est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. 2035 a eu quand même un intérêt, c'est de dire on a une date butoir, on va aller dans ce sens-là, et donc il y a eu des investissements énormes qui ont été faits. En France, on a investi 25 milliards pour faire ces gigafactories, pour convertir les sites d'assemblage, et ça nous a permis d'une certaine manière d'être encore dans la course. Sans 2035, on serait encore à vendre des voitures thermiques pendant que le monde s'électrifie et on serait totalement à la ramasse. Donc c'est ça qui est intéressant avec 2035. Maintenant, est-ce qu'il faut l'amender, mettre un peu de souplesse? Pourquoi pas? Après, l'enjeu, c'est quand même de tenir le cap, parce que le marché automobile est en train de partir très vite à l'électrique. Et si on n'est pas capable de concurrencer les Chinois sur cette technologie, eh bien tout simplement, on n'existera plus sur la carte du marché automobile de demain. Donc c'est ça l'enjeu. En fait, finalement, il faut qu'on arrive à accélérer et à se mettre à niveau avec les politiques de protection. Une réaction rapide, Yves Carré, et après Émilie Benoît. En Afrique, l'électrique, c'est pas trop leur problème. C'est un petit marché. Oui, mais ça le devient. En Amérique, pas trop non plus. Ouais. Vous voyez, pardon, mais c'est minuscule. Donc, faut faire attention. Quand vous voyez l'Europe, c'est tout petit, et c'est pas nous qui allons sauver la planète en mettant de l'électrique là-dessus. Ça, c'est un débat dans le débat, parce qu'Émilie Benoît, la Norvégien, c'est 98% de voitures électriques. Bon, comment ils ont fait? Ils ont investi massivement, c'est comme ça. Avec, par exemple, des voitures de location qu'on ne trouve qu'électriques là-bas. Oui, mais c'est un peu. Alors je fais cette comparaison. Non, mais c'est un peu l'image de la Chine. C'est-à-dire qu'en Norvège, ils ont décidé ça il y a très très longtemps. Ça date d'il y a au moins 15 ans cette stratégie. 98% des ventes en 2025. Voilà. Donc ça veut dire volonté ils ont mis politique. le paquet là-dessus. Il y avait une vraie volonté politique. Nous, au niveau européen, on a hésité. Et les hésitations mais il y a eu 200 milliards investis quand même en Europe pour les voitures électriques. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. On n'en parle pas assez. On l'entend pas assez. Et on ne parle pas non plus de l'origine des capitaux. C'est-à-dire que si vous prenez les 200 milliards, 109 milliards, c'était pour la filière batterie. Et je vous ai dit tout à l'heure, 20%, c'est des capitaux chinois, 40%, c'est des capitaux coréens. Faut regarder ça, 5%, c'est européen. Seulement 5% de ces capitaux. Donc il y aura un problème de souveraineté à un moment donné là-dessus. Il y a quand même un problème, oui. Vous n'avez pas l'impression que sur les 200 milliards, par rapport à tout ce qui a été investi, on a eu peu d'effets finalement? Parce qu'on en est quand même toujours qu'à 2-3% de voitures électriques en France. Nous resterons sur votre question, car le débat est terminé. Vous reviendrez répondre tous les trois à votre question, et ainsi de suite. Voilà. Merci en tous les cas à tous les trois. Oui, mais c'était passionnant. On va rester dans l'actualité, mais vu par Xavier Maudieu et Marie Bonisson, on va évoquer la découverte de déchirures dans la caverne du Pont-Neuf, la structure créée par JR en hommage à l'emballant couple Christo et sa femme. Et puis en Allemagne, des milliers de lettres d'amour, alors ça va du XVIIIe siècle à aujourd'hui, sont étudiées pour comprendre l'évolution de Ich liebe dich. Vous êtes sur Arte, chaîne franco-allemande. Mais d'abord, le mot vedette du jour, SCOP, c'est un acronyme, Société coopérative, dont les salariés, vous le savez, sont les associés majoritaires. Explication au microscope par Thibaut Nolte. Une coopérative, les fameuses SCOP. Celui de la SCOP. Ils l'ont reprise en formant une SCOP. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. SCOP, acronyme de Société coopérative et participative, désigne une société, SA, SARL ou SAS, qui fonctionne en mode coopératif, c'est-à-dire dont les salariés sont les associés majoritaires et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Le 1er juin, un célèbre verrier français a été placé en redressement judiciaire après 2 ans sous forme de SCOP. Connu dans toutes les cantines pour révéler dans le fond d'un verre incassable l'âge de l'assoiffé, l'entreprise du Loiret dépose le bilan pour la 5e fois en 20 ans, après avoir survécu sous un régime de SCOP approuvé en 2024 par 60% des 220 salariés. Si les raisons de l'échec font débat, le modèle coopératif rime parfois avec lucratif. En 2024, le pays comptait 2723 SCOP employant 62 685 salariés réalisant 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 2,5 millions d'euros en moyenne. À quelques exceptions près, comme le champion du chèque déjeuner, 3500 salariés dans le monde, la SCOP et sa démocratie économique sont généralement l'affaire des TPE, des microscopes en somme. En France, l'idée de société coopérative remonte à 1867, mais leur cadre juridique contemporain est fixé par la loi de 1978. Dans une SCOP, si tous les salariés ne sont pas forcément associés, ils possèdent au moins 51% du capital, disposent de 65% des droits de vote et encaissent au minimum 25% des bénéfices. C'est le monde à l'endroit. La SCOP est donc un outil redistributif où l'huile de coude ne lubrifie pas quelques fonds de pension floridiens, mais le PEL de ceux qui la fournissent. Un principe marxiste-capitaliste où l'ouvrier actionnaire peut, ultime rebours, virer son défaillant patron, comme l'a expérimenté celui du verrier de la Chapelle Saint-Mesmin. Duralex, c'est de l'ex.
Évidemment, merci Thibault Nolte. Rebonsoir, chère Marie, cher Xavier, c'est l'heure de vos chroniques. Alors, c'est une catastrophe pour JR. Des énormes rafales de grand vent ont endommagé sérieusement la caverne sur le pont Neuf, cet hommage à Christo. Et donc, ça devait ouvrir samedi, on ne sait pas, l'ouverture est reportée, s'inédiée. Et vous nous racontez le pont Neuf, couvert, pas couvert? Ah, ça c'est toute la question. Voilà, découvert. Voilà. Avec... cette date, le 31 mai 1578, quand, en présence du roi Henri III, la première pierre d'un nouveau pont à Paris est posée. On est vraiment tout au bout de l'île de la Cité, là, sur la pointe. Chantier considérable, alors qui est arrêté le temps des guerres de religion, puis qui reprend sous Henri IV. Le pont est ouvert en 1606, et là, c'est absolument incroyable, parce que pour la première fois, les deux rives de la Seine sont reliées directement, c'est le pont le plus long de Paris. Alors, elles sont reliées directement, ce sont deux bras avec un terre-plein central, mais ce qui étonne surtout les gens à ce moment-là, c'est que, selon la volonté du roi Henri IV, aucune maison n'a été bâtie sur ce pont. Et c'est rare, Xavier, à l'époque? Ah oui, parce que les ponts sont couverts toujours, vous avez des maisons. Un pont, c'est un lieu de passage, un lieu de rencontre, c'est très fréquenté, donc on construit des boutiques et très vite, ça grimpe. Si vous connaissez le pont de Tevecchio à Florence, qui existe encore aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes sur le pont, en réalité, vous êtes dans une rue. Alors que là, avec ce pont sans maison, c'est une expérience sensorielle incroyable que les gens vivent, parce que le fleuve est devant eux, on voit le ciel, on voit les bâtiments aussi, le Louvre d'un côté, la conciergerie de l'autre. Vous avez des trottoirs sur ce pont, vous avez des petits refuges. Et les gens sont vraiment conscients de ce côté très innovant. Vu qu'il est tout neuf, on l'appelle logiquement le pont neuf. Alors, sans surprise, très vite, il y a des petites boutiques qui s'installent. En fait, des vendeurs. Déjà, ce sont les vendeurs à la sauvette qui viennent sur les trottoirs au pied de la statue d'Henri IV. Et puis après, vous avez des charlatans. C'est le pont des charlatans. On les remèdes miracles. Vous avez des arracheurs dedans et des boutiques. Vraiment des boutiques qui s'installent, en fait, dans les petits refuges. Vous avez même, au XVIIIe siècle, une pompe à eau qui est installée sur ce pont, qui puise l'eau de la Seine. Et puis, pour l'orner, un beau haut relief est mis en place, une scène biblique, c'est Jésus au puits de Jacob qui demande à boire à la Samaritaine. Le nom de la fontaine est tout trouvé, c'est la Samaritaine. Ouais. Alors, elle est détruite en 1813, mais vous avez là au 19e siècle un petit gars qui vient installer sa boutique, Ernest Cognac. Puis il voit grand, lui. Donc, il veut un magasin au bout du pont, sur la rive. Ce magasin, évidemment, il lui donne ce nom-là, la Samaritaine, tout simplement parce qu'il ne veut pas couper le pont avec cette histoire. Mais ici, la bête de Seine, c'est évidemment le pont Neuf. Et merci pour ces explications, Xavier. On a envie de foncer à pied, voir le pont Neuf et l'arpenter. Chère Marie, Koblenz, en Rhénanie, en Allemagne, donc des chercheurs étudient des milliers de lettres d'amour. Oui, alors je ne suis pas spécialement sentimentale, mais il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup, ce sont les lettres manuscrites. Donc si vous êtes comme moi ou que vous êtes fleur bleue, voici un trésor, un fonds d'archives de plus de 60 000 lettres d'amour. Il a été repéré par le Guardian, il est à Koblenz, vous l'avez dit. La plus vieille lettre remonte au tout début du XVIIIe siècle. C'est une idée d'une linguiste suisse qui s'appelle Eva Weiss, qui a lancé, il y a 3 décennies, fin des années 90, elle a lancé un appel aux dons. À une époque où, explique-t-elle, les études universitaires en Allemagne se focalisait surtout sur la figure du grand poète romantique, toujours un homme, au 18e, début 19e, qui tartinait sa bien-aimée en se regardant écrire. Eva Weiss, elle, ce qu'elle a envie de travailler, ce sont des modes d'expression plus quotidiens, plus populaires, et puis avec des femmes dedans. En quelques mois, après son appel, elle a reçu des milliers de missives. Les gens lui ont envoyé des lettres qu'ils avaient retrouvées dans leur grenier, des héritages de famille, des amants aussi. Lui a envoyé des correspondances secrètes. Elle a reçu une boîte remplie de 3000 lettres échangées entre un prisonnier berlinois et son agente de probation. Elle s'est fait virer, ils ont fini par se marier. Une incroyable histoire du espèce de petit lutin effronté trouvé dans une lettre des années 30 à « tu m'administres des drogues d'amour par intraveineuse », très années 90 techno-allemande. Ces chercheurs, toute cette équipe de chercheurs de Koblenz étudie en fait à travers ces lettres les évolutions du langage. On note notamment l'arrivée des sentiments profonds, d'un vrai vocabulaire enfin pour exprimer ses émotions grâce aux lettres de la bourgeoisie du XVIIIe siècle. Après, il y a les écrits un peu formels coincés du XIXe parce que les lettres des fiancés sont susceptibles d'être lues à voix haute et devant tout le monde par les parents. Ils examinent aussi la libération des années 80, l'arrivée de l'érotisme, etc. Et ce que j'adore, c'est qu'on écrit l'amour sur absolument tout. Sur du papier, bien sûr, mais aussi, ils ont reçu des cartes postales
géantes qu'on reçoit. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de celle-là avec un nounours. Des pliages aussi, des lettres qu'on plie et ça donne un cœur à la fin. Joli. Des puzzles d'amour aussi, un petit peu longs pour lire le message. Un agenda déchiré avec un je t'aime écrit à la va-vite. Et puis, mon préféré, un mouchoir en tissu d'amour. Voilà, ce sont des images que j'ai été trouvées sur le compte Instagram de ce fonds d'archives, Liebesbrief Archive. Je vous le conseille, c'est absolument fabuleux. Mais le Guardian raconte que la prochaine étape qui est en cours, c'est de tout numériser. Travail fabuleux. Pour ça, les chercheurs, évidemment, s'appuient sur des citoyens volontaires qui ont envie de lire des lettres d'amour toute la journée, des bénévoles, qui font ce que l'intelligence artificielle ne sait pas encore faire. Ils trient. Il y a la transcription de toutes ces lettres manuscrites. C'est un travail absolument hallucinant. Donc, si vous avez un petit mot dans votre agenda Diddle de votre correspondant allemand du collège qui était fou amoureux de vous, mais vous étiez déjà prise, vous savez à qui les envoyer. Bien sûr. Merci, Marie. Et pour finir, puisqu'on parlait d'amour, un visage inoubliable, celui de Marjane Satrapi, photographiée par son mari mort il y a un an. Et on a appris ce matin la mort de la dessinatrice et cinéaste, autrice de Persépolis, morte de chagrin. Nous l'avions reçue 2 fois. Elle incarne à jamais la femme, la vie, la liberté. Nous, on se retrouve lundi soir. Tchuss.